Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des outils très sérieux qui vont vous permettre de voir tout ce que comporte et recouvre l'activité conversationnelle, l'activité langagère, que nous prenons tous comme étant quelque chose de normal, fluide, sur lequel il ne faudrait pas s'interroger. Euh, et vous allez voir, ça réserve beaucoup de surprises en termes de contrôle mental et de vampirisme énergétique. C'est parti. Alors, je vais mettre à disposition toute mon expérience relationnelle avec les hommes. Alors, pour commencer, pour ce qui concerne ma propre constellation familiale, j'avais un père tyran domestique, violent, et un frère, du coup, qui a exprimé une masculinité inversée, et qui, du coup, a beaucoup souffert de ne pas pouvoir déployer, n'est-ce pas, une virilité et une masculinité socialement prescrite et correcte. Les deux m'ont cogné lorsque j'ai commencé à entendre dès l'adolescence être respectée et entendue lorsque je parlais. Alors, il vaut mieux que vous ayez d'abord écouté la vidéo, mon gameplay dans le démiurge corrompu, avant d'écouter celle-ci de vidéo. Que s'est-il passé, j'ai tout misé, beaucoup misé sur la réussite professionnelle, pour mon propre épanouissement. Alors que s'est-il passé dans mon environnement professionnel qui était fortement masculinisé dans les métiers de l'informatique? Est-ce que j'y ai trouvé mon compte et mon bonheur en tant que personne souveraine? Eh bien non, pas du tout. Eh bien, j'ai plutôt eu à apprendre à gérer, on va dire, les velléités de ces messieurs de me payer des cafés ou de me faire remarquer comment j'étais bien habillée tel ou tel jour, plutôt que d'entendre ce que j'avais à dire et à proposer en termes de compétences professionnelles. Bon, allons voir maintenant ce qui s'est passé du côté de mes relations genrées dans les milieux New Age. J'ai eu plutôt des thérapeutes, je crois, masculins. Enfin, il y avait des hommes et des femmes. Bon, ce qui est certain, c'est que je me sentais quand même un petit peu mieux écoutée par les femmes, mais pas forcément, pas toujours. Ça, c'est la fameuse question de l'ego spirituel, thérapeutique, dont je discute dans pas mal de mes vidéos. Mais dans ces milieux-là, on croise beaucoup d'hommes qui ont ce qu'on appelle un yin très développé. On en croise aussi qui sont plus yang, voilà, dans une polarité plus dynamique. Eh bien, très franchement, ceux qui sont dans une polarité trop yin sont beaucoup plus dangereux que ceux qui sont dans une polarité yang. Et la raison en est, c'est qu'avec une structure de virilité masculine que j'appelle en creux, ces personnes-là s'illusionnent beaucoup plus facilement sur le fait qu'elles auraient tout réglé ou qu'elles seraient plus avancées en termes de spiritualité. Alors qu'un thérapeute qui connaît sa tendance à être un petit peu trop expansif, trop orienté vers l'extérieur, eh bien, il ne peut pas donc trop se mentir. Hein. Donc ces personnes-là, soit ils deviennent très vite des gourous, avec plein doigts qui tournent autour, soit ils sont vraiment sérieusement impliqués dans un développement déjà sur eux-mêmes, et ils continuent eux-mêmes à travailler sur eux, à surveiller ce qu'ils n'ont pas encore réglé. Mais globalement, le problème qu'il y a, je pense, dans ces milieux-là, eh bien, c'est l'absence de formation, en fait, ou ce qu'on appelle, quand on fait des études de psychologie, par exemple, clinique, le développement de la demande. C'est-à-dire le temps que l'on passe d'abord à écouter la patiente ou le client, histoire de bien comprendre quelle est sa demande, quelle est finalement la raison pour laquelle elle vient vous voir. On est plutôt dans ces milieux-là, on essaye de faire rentrer le besoin, qu'on ne laisse pas le temps d'ailleurs
d'exprimer à la personne dans son outil, thérapeutique. Ça, c'est une erreur. Je traite ça dans, plusieurs vidéos, hein, que ce soit les lois du karma, partie 3 sur les méthodes de guérison, mais, également, j'y reviendrai sur, mon expérience, dans le New Age et je vais le répéter parce que c'est en répétant que les gens finissent par comprendre, hein. Bon alors, que s'est-il passé du côté des relations amoureuses? Donc j'en ai rompu de moi-même 31. Ça fait beaucoup trop, hein, pour quelqu'une qui, n'a jamais envisagé le couple comme un achèvement en soi, une figure imposée, donc rétrospectivement, il est parfaitement certain que, la plupart de ces personnes étaient insérées dans ma vie, hein, étaient en fait des interférences, et bien pour, m'empêcher, hein, de continuer ma quête, de vérité, de m'empêcher de continuer à me questionner sur la normalité que je ressentais comme, vraiment pathologique. Rétrospectivement, il apparaît que un certain nombre de ces personnes, étaient téléguidées, hein, par contrôle mental, du virus de leur propre subconscient, d'une façon ou d'une autre pour venir, interférer, sur mon chemin et se placer, en tant que, ce que Eve Lorgen appelle, the handler, hein, c'est-à-dire, un superviseur. Sans forcément d'ailleurs que cette personne soit vraiment consciente, hein, de remplir ce genre de fonction auprès d'une âme libre, hein, qui essaye de trouver des réponses, hein. Donc quelles étaient, heu, les stratégies, qui permettaient à ces personnes, d'arriver à leurs fins? Eh bien, je rencontrais ces personnes, généralement, finalement toujours, autour, hein, de ma quête de vérité, hein, soit dans les milieux New Age, soit en me rendant à des conférences, et puis, la personne me servait en fait un discours qui correspondait à peu près, d'une part à mon niveau de conscience à ce moment-là, de mon niveau de compréhension et aussi peut-être à, ce que j'avais, donc du coup envie d'entendre, de la part d'un homme, c'est-à-dire me sentir respectée, pouvoir avoir des discussions, intéressantes, avec lui. Donc c'était, la personne allait finalement faire cet effort-là, aussi longtemps que nécessaire pour, passer à la phase suivante, hein, qui était donc, la sexualité, l'horizontale, et puis une fois revenu, à la verticale, il n'était plus possible de développer le même genre de sujet qui était le motif de notre rencontre, hein, et du fait que la relation se développe. Donc ça pouvait aller, c'était des sautes d'humeur subites où là, il y a ce que j'appelle une espèce d'aberration en fait, un glitch, qui apparaît. On ne comprend pas très bien, ce qui explique ce genre de sautes d'humeur, hein, avec des réflexions fort désagréables, mais «Qu'est-ce que tu me fais chier? Pourquoi tu me parles de ça?» Bon, alors, avec la répétition, hein, vous vous doutez bien, hein, les relations étaient de plus en plus courtes, hein. Bon, quand on est quelqu'un comme moi de placide, hein, je ne suis pas quelqu'un de lunatique et qu'on fait comme ça l'expérience répétitive, de ce type de scène, hein, où l'autre, pète un plomb subitement. Ensuite, vous essayez de comprendre ce qui se passe et l'autre vous dit: «Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne comprends pas ce qui se passe», hein. Bon, ces personnes n'étaient pas des pervers narcissiques, hein. J'ai, suffisamment, de qualité, hein, que ce soit, en gros de lucidité ou voire même d'extra-lucidité pour voir l'ombre de l'autre, bien avant qu'elle se pointe, hein, plus mes études en psychologie pour savoir que je n'avais pas affaire à des pervers narcissiques, hein. Bon, généralement, c'est à ce moment-là que la personne ensuite, quand vous prenez la décision de rompre, va s'excuser, vous supplier de lui donner une autre chance, ce qu'il ne faut surtout pas faire, hein, puisque si on s'arrête au niveau psy, à ce moment-là, vous rentrez dans ce qui s'appelle le cycle de la violence. Vous pardonnez, des choses, impardonnables, hein, et vous allez de plus en plus loin. Sous l'angle, spirituel, hein, d'interférence, avoir ce même genre de scénario, de la part de personnes différentes, indique, hein, que ces gens-là étaient interférés, hein, que quelque chose venait, s'insérer en elles, pour, tripoter quelque chose qu'elles n'avaient pas réglé et vous faire exploser la bombe, dans votre tronche à vous, vous seul. Pas celle d'avant, ni celle d'après. C'est pour vous.
Donc c'est ce que j'ai appelé moi, le miroir d'ombre et je pense que je vais découvrir, des choses encore effectivement. La thématique du miroir est quand même très présente. Quand on commence à enquêter, hein, on le trouve, chez Wenbush, on le trouve, par rapport à des technologies, hein, la manière dont la lumière est compressée, ici fait probablement appel à des technologies de cristaux liquides. Donc je pense que ça a dû jouer un rôle dans un certain nombre, des interférences que j'ai eu à vivre où l'ombre de l'autre se projette sur moi. Je vais préciser autre chose, c'est que, je mettais énormément d'énergie dans la manière de rompre. J'essayais quand même, heu, en fonction de la personne. Après j'ai appris aussi à faire plus rapidement parce qu'à la fin ça fatigue, hein, quand même, hein. Mais, quand je voyais que ça pouvait éventuellement valoir la peine, je produisais, des efforts colossaux, pour laisser des messages à l'autre, hein, tout en sachant qu'il ne pourrait pas les entendre, au moment où je les lui livrerais, mais que peut-être, hein, dans le temps, bon et effectivement, ça s'est produit quelques fois. Quelquefois, j'ai eu des ex, hein, qui, des années après, m'ont recontacté pour me remercier, pour me dire: «Ah oui, effectivement, ce que tu m'avais écrit, ce que tu m'avais dit, là, je viens tout juste de prendre conscience que tu avais raison et que j'avais, ceci et cela, à résoudre en moi. D'ailleurs, je viens d'entreprendre un travail thérapeutique». Bien, hein, là, ça fait plaisir. Bon, ma flamme jumelle aussi, hein, m'a fait le coup, hein, 9 mois après. Donc non, hein, surtout ne pas répondre. Bon, tout ce temps que j'ai pu passer à rédiger des écrits, pour quelqu'un avec qui je souhaitais rompre, c'est ça, hein, l'amour authentique. Il me semble que c'est bien ça. Hein, c'est bien la qualité d'attention et d'intention que l'on met dans ses relations interpersonnelles, pour se respecter soi-même et respecter l'autre, hein. Donc quand on a affaire à ce genre de schéma, et qu'on va consulter, que ce soit un psy ou dans les milieux New Age, on est très, très vite, confronté, au prêt-à-penser «Mais vous êtes trop exigeante, ça doit être de votre, faute, c'est vous qui choisissez toujours, le même genre, de personnes». Sauf que, eh bien non. Déjà pour commencer, je ne choisissais pas, j'étais choisie, c'est pas tout à fait pareil. Par contre, ma zone de responsabilité, c'est que j'acceptais, hein, donc il y avait des stratégies qui étaient mises en œuvre pour, eh bien, m'extorquer mon consentement à aller plus loin dans, la relation et deuxièmement, ces personnes étaient toutes, très différentes, que ce soit en termes d'âge, en termes d'origine, sociale, d'origine, raciale, de pratiques professionnelles, donc on peut pas dire qu'à chaque fois, je me serais laissée choisir par le même genre de d'homme. Hein, donc là, quand on est toujours pareil, hein, un minimum objectif et intègre intellectuellement, on se dit que là, le discours qui nous est servi ne colle pas avec la réalité, vécue et troisièmement, entre le début de ma vie amoureuse et la fin de ma vie amoureuse, je n'ai pas du tout été la même personne, entre le début et la fin. J'ai constamment évolué, changé, heu, dans ma manière, déjà d'être à moi-même et du coup d'être aussi vis-à-vis des autres et pourtant un même scénario se déploie sans cesse, hein. Hein, c'est toujours la question de la zone de responsabilité, hein. Où s'arrête la sienne propre et où commence celle de l'autre. Bon, généralement, la responsabilité de l'autre, c'est que ça fait longtemps qu'il a arrêté de vous écouter, qu'il fait semblant de vous écouter parce qu'il est tellement occupé à vous regarder. Parce qu'il y a les candidats que j'ai acceptés, puis il y a tous ceux que j'ai refusés, qui pour certains sont encore mes amis, aujourd'hui et que j'ai, amplement écoutés, me parler de leurs problèmes de couple, suffisamment longtemps pour que je comprenne qu'en fait, hein, ils faisaient semblant d'essayer de résoudre leurs problèmes de couple avec moi parce qu'en fait, ce qu'ils avaient en tête, hein, c'était, de faire un couple avec moi. Donc la plupart du temps, quand la personne a bien compris que non, 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 hein, ce besoin-là, vous n'allez pas le remplir eh bien, vous ne le voyez plus. Là subitement, l'amitié, tout ça, ça marche plus. Ils ont plus aucun intérêt en fait à vous côtoyer. Plus rarement, il y en a qui restent en contact, ténu, parce qu'ils ont perçu qu'il y avait quand même, ils avaient besoin de se faire, dire certaines vérités de temps en temps, mais pas trop souvent. Hein, mais tout ça, qu'est-ce que ça met en exergue, en fait?
C'est ce que je dis souvent et les gens ne comprennent pas. Rien n'est gratuit dans les relations. Il y a des attentes, hein, et elles apparaissent quand l'une des 2 parties ne veut plus les remplir. Bon, donc si un homme doit commencer à véritablement, pleinement vous écouter, ça se compte en années. Bon et puis plus on avance en âge, plus on commence aussi à compter non plus en années, mais en dizaines d'années. C'est plutôt ça l'échelle, juste d'ailleurs, heu, pour la plupart des gens. Méditez bien là-dessus, hein. Imaginez, la dose de patience et de foi en l'humanité qu'il faut, hein. Bon, donc c'est quoi le point commun, à toutes ces relations? Bah, le point commun, le point où, personnellement, moi, très, très tôt dans ma vie, j'ai compris que le respect, c'était quelque chose de central, hein, c'est que je ne me sentais jamais entendue, que ma parole n'était jamais prise en compte. Coluche, il disait, «La dictature, c'est ferme ta gueule et la démocratie, c'est cause toujours», hein. Le schéma normopathe des relations entre les hommes et les femmes, pour la plupart, dans ce monde, c'est exactement ça, hein. Avant, on avait le patriarcat explicite, ferme ta gueule, ben, bon, maintenant, c'est cause toujours, hein, et ce, quel que soit, le mode de virilité, de l'homme en face. Que j'ai affaire à un homme avec, un côté féminin, très développé, ou autre chose, c'est la même. Alors quel est-il, ce scénario, hein? Que ce soit, dans les relations, intimes, disons que là, ça prend forcément une dimension, émotionnelle plus violente, mais finalement j'ai fini par bien voir, hein, et à la fin de la vidéo, je pense que vous finirez par bien voir aussi qu'il y a quand même un même scénario qui tourne, hein, et c'est pas chez moi qui tourne, hein, c'est bien chez les hommes, hein. Tous les hommes qui tournent en boucle, ce programme. Alors quel est-il? Il comporte 3 phases. Première phase, opération séduction. C'est vrai aussi bien dans les relations, intimes, amoureuses, amicales que, dans le monde du travail, hein. Vous répondez, à une annonce, pour un job, il s'agit bien, on vous explique bien d'ailleurs, hein, qu'il faut vous mettre en scène, vous mettre en valeur, bon, il s'agit, d'une opération séduction, hein, et de voir si le mariage avec le contrat, d'esclavage qu'est le code du travail va se faire, hein, donc voilà. Donc 1, opération séduction. 2, deuxième phase, opération circonscription, mise sous contrôle. Pour la plupart des gens, cette phase-là fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, et que la personne qu'on tente de mettre sous contrôle, ou de faire taire plus exactement, parce que c'est la meilleure manière de mettre quelqu'un sous contrôle, c'est de l'amener à se taire, à s'annuler symboliquement, à se suicider symboliquement, socialement, en acceptant de se taire, de ne plus porter sa voix dans ce monde. Donc quand la personne refuse de faire ça, la troisième phase, elle arrive assez vite, hein. Et ben, c'est opération destruction. Ce que je viens de vous décrire en 3 phases, hein, c'est un mécanisme, bah, de prédation et de vampirisme énergétique avec, vous avez vu au milieu, hein, dans la phase 2, du contrôle mental. Alors dans l'opération, destruction ou même séduction, ça peut, le prédateur peut s'avérer être une prédatrice, hein. On sait bien que dans les RH, on a souvent des femmes. Simplement, il faut bien prendre en considération justement cette question du contrôle mental, et que les femmes comme les hommes ont l'esprit colonisé par des mécanismes de fonctionnement. Donc à ce moment-là, la femme qui vous parle, certes c'est toujours une femme, mais dans le rôle social, hein, qu'elle a, elle lit un script et des lignes de code, hein, qui lui ont été, insufflées, hein, par le système, parce qu'elle a accepté de se conformer aux règles du jeu de ce système. Donc bon, avec la répétition, dans différents, domaines d'existence, on finit par, se dire qu'on avait peut-être touché une vérité anthropologique, heu et qu'il faudrait se donner les moyens de la comprendre, hein, qu'est-ce qui se passe? Et qu'en tout état de cause, il vaut mieux se méfier, de certains types de personnes, ce qu'il convient d'appeler les faux bienveillants. Et donc, quels sont les outils de compréhension de ce sous-programme, de ce scénario, qui permettent de comprendre ce qui se produit? Eh bien, c'est bel et bien chez les féministes que l'on va trouver l'explication détaillée des lignes de code qui sont passées et qui opèrent dans la relation,
conversationnel genré. Eh bien, ce sont des stratégies de silenciation qui sont utilisées pour silencier les personnes, qui sont non conformes, aux lignes de code démiurgiques. Et où ai-je trouvé l'explication, l'analyse pertinente de ce phénomène? Eh bien, c'est dans une brochure d'analyse féministe, donc la fameuse brochure de Corinne Monet que je pense personne n'est encore allé lire et qui analyse la répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation. Donc je vais vous la résumer, en gros, cette brochure, pour que vous puissiez vous-même fabriquer vos propres outils pour, débugger cette programmation mentale, qui vous agit sans même que vous vous en rendiez compte, que vous soyez une femme ou un homme. Cette brochure date de 1998, nous sommes en 2017. Heu, Clairement, absolument rien n'a changé, hein. Alors, les stratégies que les hommes utilisent, dans leurs, interactions avec les femmes, pour les amener, à se taire d'elles-mêmes, en faisant en sorte que la femme, en plus, s'en rende même pas compte, qu'elle est en train d'être victime d'une stratégie, pernicieuse, l'amenant à se taire, sont les 2 suivantes: l'interrompre, lui couper la parole et pratiquer les réponses minimales retardées. Donc ça f c'est un mot linguistique, pour dire c'est l'absence de communication infraverbale et paraverbale, qui indique à votre, interlocutrice que vous êtes en écoute active. C'est regarder ailleurs, un ensemble de comportements qui indiquent très clairement à la personne qui est en train de parler que vous avez strictement rien à foutre, quoi, de ce qu'elle est en train de vous dire. Les 2 effets principaux, de ces stratégies, de la conversation genrée, hem, sont les suivants, Les femmes dans les conversations mixtes n'arrivent jamais à imposer que leur sujet soit discuté. C'est la raison, c'est l'observation de ces phénomènes, qui a conduit, les féministes, à la non-mixité. Elles y ont été contraintes par le comportement qu'elles ont observé des hommes prétendument féministes qui s'investissaient, au départ dans les mouvements. Si bien que vous, vos préoccupations, à vous, ne font jamais l'objet d'un débat collectif, constructif, quoi. Autrement dit, aujourd'hui, une femme qui veut vraiment bénéficier d'une valeur collective, dans l'activité langagière pour discuter de ses problèmes à elle, de ses préoccupations à elle en tant que femme, elle ne pourra ça le trouver probablement que dans un milieu, militant féministe de conversation non mixte. De préférence, à tendance anarchiste, je le dis clairement, parce que si vous allez au planning familial, ce sont des féministes aussi, qui vous reçoivent. Seulement, elles sont là pour relayer, un discours quand même, très très à point pour, votre insertion sociale, pour que, enfin votre prise de conscience soit quand même extrêmement limitée, sur, ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, et cetera. 2e effet, des stratégies de silenciation sur les déroulements de la conversation genrée, ben, comme les hommes s'arrangent pour toujours en fait, imposer, les sujets de discussion, ils bénéficient par là même, du travail conversationnel des femmes, car ce sont elles qui fournissent ce travail des réponses minimales, le langage paraverbal, pour que la conversation ait lieu et soit entretenue. Pour, pouvoir eux encore mieux développer, leur sujet, leur compréhension, mettre en scène, sur le théâtre, social finalement, leur virilité. Donc c'est toujours la même, les femmes bossent et les hommes contrôlent et récoltent les fruits. Donc ce sont des stratégies les plus insidieuses, pernicieuses, invisibles, subtiles, des stratégies que tous les hommes utilisent, en étant plus ou moins conscients ou inconscients. C'est à vous, chers auditeurs, après, de faire votre boulot. Mais ce sont très clairement des stratégies de contrôle mental et de vampirisme énergétique, puisque, les 2 marchent, ensemble. Qu'on en ait conscience ou pas d'utiliser ces stratégies, ça ne change rien à l'histoire, et au vol, et au viol, en fait symbolique, qui est en train de se faire. Alors, qu'arrive-t-il à une femme en conversation mixte qui refuse de complaire donc au code, de la conversation genrée? C'est-à-dire, il y a des attentes genrées
dans le travail conversationnel et ces attentes, eh bien, elles apparaissent lorsqu'elles ne sont plus, pourvues et remplies, par la femme. Alors que se passe-t-il pour elle? Il y a un ensemble en fait de contrôle social de proximité, en mode, heu, riposte graduée, hein, qui va se mettre en place, hein, pour la renvoyer, au stade 1 qui est, le silence, hein, le plus possible. La femme, qui, comme moi je l'étais à une époque, était tellement persuadée, convaincue du mythe de l'égalité déjà là, hein, qu'elle, se sentait légitime à parler autant que les hommes, voire même, pourquoi pas plus, hein, si ce qu'elle a à dire, est plus intelligent, hein. Alors celle-là, si les stratégies de silenciation ne fonctionnent pas sur elle, très, très vite, hein, un ensemble d'injonctions dans la conversation vont venir s'insérer pour lui rappeler en fait, quelle est sa véritable place. Ça passe beaucoup souvent les premières injonctions par l'humour, hein. C'est généralement la 1re chose qui vous tombe dessus, hein. C'est, des réflexions, qui se placent dans l'ordre de l'humour, hein, voire du sarcasme, plus ou moins grinçant, juste donc des phrases du type, «Ouais mais tu es pas cool, détends-toi un peu», ou alors, «Tu poses trop de questions», ça peut aller jusqu'à, «Putain mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier celle-là, hein». Ah oui, autre attaque, que vous allez, qui va c'est la première aussi, hein, qui va sortir, c'est, «Tu n'es pas féminine». On va s'attaquer directement donc à cette identité-là, chez vous. Si vous n'acceptez pas, ben, votre rôle, de femme quoi, normal. Donc cette réflexion-là, hein, sur la féminité, qu'est-ce que ça nous permet de voir? Bah, ça nous permet de voir que, la conversation mixte est avant tout, un jeu de séduction, hein, une, scène sur lesquelles, les hommes doivent exercer un contrôle total, dans l'unique but de pouvoir séduire un maximum, leur auditorat, que ce soit des hommes, ou des femmes. Donc la femme qui commence à voler la vedette, on va dire, au bout en train, ça va pas du tout. Elle perturbe complètement, les jeux de séduction qui sont en train d'avoir lieu et en définitive, en fait, elle emmerde tout le monde, hein. Elle emmerde aussi bien les hommes que les femmes qui ont bien envie de continuer à se laisser séduire et à admirer silencieusement, les beaux parleurs, hein. Bon donc si vous n'avez aucune autre femme, hein, pour vous soutenir et pour dire, «Non, bah, je trouve que j'ai bien envie qu'on discute de ce sujet, ça me paraît important», c'est foutu, hein et vous allez vous taire, hein. Donc ça fonctionne dans presque 100 quasi, hein, 100 des cas. Et puis si ça ne suffit toujours pas, si elle veut toujours pas se la fermer, ça passe très vite, hein, au stade des menaces physiques, hein, qui peuvent aller, bah, jusqu'au cou, hein et ça aussi je le sais parce que je l'ai vécu. Bon donc une femme, hein, qui ne complaît pas au code de la conversation, genrée, heu, met sa sécurité physique en jeu. Faut qu'elle le sache, hein. C'est comme ça. Donc ça demande beaucoup de courage, hein et une pleine conscience des lois qu'on est en train de transgresser. Donc en fait, dans ces situations-là apparaissent, des injonctions, hein, qui sont faites, aux femmes pour, contrôler leur comportement, dans l'espace, public, conversationnel, mixte. Tu peux parler un peu, histoire de pas être trop une poupée, parce que moi ça me met en valeur mais pas trop quand même quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie, une double injonction contradictoire, hein. Aujourd'hui les hommes, ils veulent quand même avoir une nana qui soit pas une poupée pour qu'ils puissent, bon, bah, s'illusionner sur le fait que, ils ont tout dépassé, la domination masculine, c'est pas pour eux, le patriarcat, c'en est terminé. Les injonctions, elles viendront aussi bien des hommes que des femmes, hein et ça, c'est l'effet de colonisation du cerveau par le virus démiurgique. Que trouve-t-on d'autre dans cette brochure? Eh bien, c'est l'utilisation, de ce que l'on appelle des biais cognitifs, hein, par l'utilisation de doubles standards, hein, où un même comportement sera perçu, interprété de manière très différente, selon le genre, le sexe de la personne, qui l'adopte. Donc par exemple, une femme, en conversation mixte, généralement parle moins qu'un homme, mais si elle parle à peine moins, elle sera perçue comme parlant beaucoup plus qu'un homme. Celle, qui refuse, qui poursuit quand même, hein, lorsqu'elle a été interrompue plusieurs fois, sera perçue comme dominatrice, hein. Si les stratégies de silenciation ne fonctionnent pas, elle est du coup perçue comme étant une dominatrice alors même qu'elle est victime, hein.
de ces stratégies de silenciation et qu'elle cherche uniquement à établir un rapport d'égalité et d'équité dans la conversation. Donc je vous recommande vraiment d'aller la lire, cette brochure, et de vous regarder vous-même en interaction. Ça va pas faire plaisir à votre ego, hein, mais ça va vous permettre de prendre conscience, heu, du premier des parasites qui œuvrent en nous-mêmes, en chacun, chacune de nous, contre nous, hein. Et c'est très, très grave, hein. Pourquoi c'est grave? Parce que l'activité, langagière, le dialogue, c'est l'endroit où se construit la représentation de la réalité. Ceux qui contrôlent la parole contrôlent aussi la représentation de la réalité. Le dialogue, les interactions sociales, c'est l'endroit où se construit la réalité, la représentation en tout cas intérieure que tout le monde va en avoir. Et cette représentation-là, aujourd'hui, elle est encore totalement sous le contrôle des hommes, mesdames. Même quand c'est une femme qui parle, hein. Bon, si on a affaire, à une poupée MK Ultra, totalement sous contrôle mental, ou à une femme dont l'esprit, est totalement colonisé par le patriarcat, bon, si vous voulez, c'est le système de valeurs symboliques, hein, masculin, patriarcal, hein, qui s'exprime, à travers elle, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et tout se passe comme si tout était mis en œuvre pour que aucun travail collectif symbolique par le langage, parce que le langage est un symbole, ne puisse émaner de femmes de naissance, hein. Ce qui aurait pour effet de décentrer la vision purement androcentrée des représentations symboliques qui animent notre réalité socialement construite. Hein, parce que j'ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo des groupes de conversation non mixtes, mais, on a maintenant le phénomène transgenre. Et du coup, il y a des hommes déguisés en femmes qui veulent absolument venir aux réunions non mixtes, féministes. Bon, on les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre déguisés, quoi. Et qu'est-ce que font-ils? Consciemment ou non, hein? Eh ben, ils empêchent les femmes de parler de leur corps physique vécu et de comment ça dialogue avec leur situation oppressive. Bon, pour moi, il ne fait aucun doute, hein, qu'un certain nombre de personnes trans sont des personnes sous contrôle mental, hein, qui sont en mission, une mission bien précise, hein, qui est d'empêcher les femmes de discuter entre elles de l'asymétrie reproductive. Hein, tout se passe comme si tout était fait pour empêcher que les femmes de naissance collectivement puissent répondre à cette question. Qu'est-ce qu'une femme? La question sémantique, qu'est-ce qu'une femme? J'ai appris pendant mes cours de psychologie au CNAM. C'est une question à laquelle personne n'arrive à répondre par l'affirmative et par la positive. C'est toujours une question où on répond être une femme, c'est ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. Au bout du compte, c'est ne pas être, quoi. Donc les qualificatifs qui suivent dans la liste de ne pas, ce sont les attentes genrées des hommes à l'égard des femmes, celles elles ne veulent plus remplir, mais qu'elles remplissent quand même un peu, hein. C'est ce qu'on appelle une mise en panne du processus identitaire, hein. Donc si vous vous intéressez à ce sujet, allez lire «L'énigme de la femme active» de Pascal Molinier, et le passage sur le syllogisme du sujet sexué féminin. Exemple, heu, les slogans choisis par les hommes, les professions masculines comme les cheminots, quand ils voulaient revendiquer quelque chose, hein. Ils vont choisir un slogan du genre «ferme, calme, dur». Vous voyez, c'est à l'affirmatif, c'est du positif, on pose qui on est, hein. Mais les femmes, quand elles commencent à vouloir revendiquer des trucs, elles pondent des slogans du genre ni pute, ni soumise. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ce qu'on n'était pas, on sait toujours pas ce qu'on est. C'est ça, hein, l'effet de colonisation du cerveau par le langage et les représentations symboliques, uniquement définies par un seul centre, androcentré. Par contre, les hommes, ils peuvent aussi bien se définir au positif qu'au négatif, tant il est vrai que être un homme,
C'est démontrer en toutes circonstances que l'on n'est pas une femme, hein. C'est pas de moi, c'est de Pierre Bourdieu. Ce jeu de miroir, hein, dans les représentations symboliques, hein, que peuvent avoir l'homme et la femme réciproquement l'un de l'autre, me fait grave penser à ce qu'on appelle en informatique l'étreinte fatale, hein, quand il y a deux programmes qui essayent d'accéder en même temps à la même donnée. Et ça marche pas, ça bug. Mais là, c'est un peu ça, quoi, parce que les hommes et les femmes se construisent dans le miroir l'un de l'autre, hein. Et ce miroir-là, il a été perverti, si vous voulez, et complètement. Tout le monde a les lunettes beurrées, quoi. Donc, un peu d'empathie et de compassion, messieurs. La prochaine fois qu'une pensée du genre les femmes sont comme ci, comme ça, ou celle-ci, par son comportement, machin, n'oubliez pas cet effet de colonisation de l'esprit qui a opéré le patriarcat depuis des millénaires. Nous sommes tous contaminés, les femmes comme les hommes. Et nous, les femmes, nous avons moins d'outils symboliques pour définir qui nous sommes, indépendamment même de notre pouvoir reproducteur, car nous ne sommes pas que cela. Et en tous les cas, hein, une chose est certaine, si chaque femme continue à être totalement immergée dans un tissu social, androcentré, à son travail, dans ses relations amicales, dans ses relations amoureuses, dans ses relations familiales, où là aussi les parents sont pas les derniers à vous rappeler à vos obligations, à la normalité, eh bien, ça n'arrivera jamais. Les femmes ne pourront jamais savoir élaborer leurs pensées à partir de l'outil symbolique qu'est le langage, quant à répondre à la question: «Qui suis-je en tant que femme?» Donc je vous mets en description, l'article «Qu'est-ce qu'une femme?» d'Anna Fischer, sur le site sisyphe.org, hein, où elle fait part de son expérience, sur les groupes de parole non mixtes, de la différence de ce qui va pouvoir être dit, dans ces groupes non mixtes lorsqu'il y a une personne, transsexuelle, ou pas. Donc empêcher quelqu'un de parler, utiliser des stratégies, inconscientes, hein, je pense pour la plupart des gens, c'est inconscient. Mais qui visent en fait à silencier systématiquement, une personne, une catégorie de personnes. Parce que ce qui est expliqué là entre les femmes et les hommes, c'est exactement la même chose dans toutes les autres luttes émancipatrices, hein, qu'on observe, hein. La silenciation de la parole de l'opprimé. Eh bien, c'est un meurtre, hein. C'est un meurtre symbolique qui opère par de la violence symbolique, hein, de l'interdiction de parler, de faire part de son expérience et de la faire, entendre et reconnaître comme étant réelle. Je vous fais remarquer qu'à ce jour, l'oppression des femmes par les hommes est la seule chose qu'il est impossible de faire reconnaître comme étant réelle. Hein, dans notre pays aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée de personne de remettre en question, la réalité d'une oppression, raciale, ou la réalité, de l'oppression en fonction de l'orientation sexuelle, hein, ou la réalité de l'oppression, qui opère sur le critère, des confessions religieuses. Et ça, on le retrouve, c'est ce qu'on appelle ces transverses, on le retrouve partout dans toutes les cultures, hein, humaines. Donc c'est un fait anthropologique et donc spirituel. Donc j'espère, vous avoir démontré dans cette vidéo la valeur, hein, en termes de souveraineté individuelle, que peut représenter certaines analyses féministes. Celui-ci là qui analyse très finement, l'activité conversationnelle genrée, c'est un outil très concret, pour chacun, mais surtout chacune, de déceler dans ses interactions quotidiennes, les frontières de sa propre responsabilité. Parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez, mettre autant de pédagogie, d'efforts, d'amour, changer de forme que vous voulez dans votre communication. Si l'autre en face, il a de toute manière aucune envie de vous écouter, vous êtes juste en train de consentir à vous faire vampiriser votre énergie dans cette relation. Dans ces scénarios, si nous on a consenti, accepté un nouveau candidat, ça c'est notre part, l'autre en face semble quand même tout le temps parasité, par un parasite interne, par quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que cette chose?
Eh bien, c'est la virilité socialement construite. Et comme je l'ai expliqué, dans la vidéo sur l'asymétrie reproductive et la souveraineté individuelle, ce sont les femmes, hein, principalement, qui la maintiennent, hein, qui fournissent le travail pour qu'elle continue à se construire de cette manière, hein, cette archéovirilité. Et je viens de démontrer la même chose dans le travail de la conversation. Bon, ces outils sont là à disposition, hein, depuis, ils sont à disposition des femmes, mais aussi des hommes, hein. Pour des hommes, hein, qui, se racontent l'histoire, qui sont, en quête, de leur souveraineté individuelle, tout ça, je pense qu'il serait vraiment urgent de s'en saisir, hein, de ces outils-là. De s'en saisir et puis, ben, de les utiliser, hein. C'est-à-dire, de les mettre en œuvre dans vos relations interpersonnelles, d'avoir une vigilance particulière, en tous les cas, lorsque, vous vous discutez, avec une femme. Alors, je vais vous donner, un peu l'expérience, qu'est-ce que c'est qu'une amitié de longue durée entre 2 femmes? Parce que je pense que les hommes, s'ils observaient, un peu plus précisément, le mode relationnel, hein, entre 2 femmes, ils pourraient apprendre des choses. Alors j'ai également, des amies femmes, heu, j'en ai moins parce que j'ai quand même fréquenté plutôt des milieux masculins donc bon, bah, statistiquement de fait, j'ai rencontré plus d'hommes que de femmes. Mais j'ai aussi quelques femmes, qui sont, de très proches amies. Heu et là, c'est complètement différent. La manière dont les choses se passent, déjà, pour commencer, on s'écoute. Il y a un véritable, échange. La discussion, la relation, n'est pas, juste un faux prétexte, à des jeux de séduction. On s'écoute pleinement, il y a un effort partagé pour entendre, comprendre, valider, hein, l'expérience de l'autre, hein. Bon, c'est beaucoup plus enrichissant, déjà comme relation et on a déjà moins aussi le sentiment d'être dans des jeux de vampirisme énergétique, hein. Bon, mais un certain nombre de ces femmes aussi, je voyais depuis très longtemps, qu'elles étaient dans des relations, dans des couples, complètement merdiques. Je me suis bien gardée de leur dire, hein, mais le jour où elles s'en sont rendues compte, en tout cas, la personne, hein, qu'elles ont appelée, heu au milieu de l'orage, hein, et bah, c'est moi. Et je les ai écoutées et je les ai soutenues dans, tout ce qu'elles, entreprenaient pour se libérer, hein, d'une relation d'emprise, hein, d'une situation très clairement, de vampirisme énergétique. Bref, je les aide à reconquérir, leur souveraineté individuelle. Alors là, je m'adresse, plus particulièrement aux auditeurs, hein, si vous êtes un homme, hein, les hommes, moi, que j'ai rencontrés qui m'ont vraiment proposé une relation, correcte, enfin, où je me sentais respectée, déjà sont beaucoup plus jeunes que moi et ont clairement une culture féministe et anarchiste. Et ils essayent de mettre en œuvre et ils ont du mal, hein. Ils ont beau savoir, ils ont encore, des réflexes conditionnés, mais ce qui change, c'est que quand on leur fait remarquer, ils s'emportent pas, ils disent: «Ah ouais, c'est vrai, ouais, tu raison», voilà. Ah, ça fait du bien, hein, mais ils sont beaucoup trop rares ces hommes-là. D'ailleurs, quand, vous consultez de la presse, féministe, notamment sur des sites, très bien fournis comme, sisyphe.org, hein, qui est un site, québécois, ou même d'autres, hein, le plus intéressant souvent, c'est de lire les commentaires, hein, et parce que dans les commentaires, il y a des hommes qui s'expriment, des hommes intègres qui se sont véritablement, investis, heu, dans le féminisme et qui disent des choses très intéressantes, hein. Qui disent clairement ce qu'ils ont observé du comportement d'autres hommes, hein, qui venaient clairement parce que, bah, tiens, il y a que des femmes, ça va finalement c'est le poulailler quoi, hein. Donc heureusement, hein, il y en a quelques-uns en fait, vraiment les hommes qui ont compris quelque chose à ce que je vous explique dans cette vidéo, heu et bien, ils se sont tous, vraiment intéressés au féminisme, d'une manière ou d'une autre, hein. Soit ils sont allés vraiment à des réunions féministes, soit ils ont lu, des analyses féministes, hein, et ils ont compris deux trois trucs.
Je vais donc, finir cette vidéo en citant les posts, d'hommes, ayant posté des commentaires, sur, le site de la menace terroriste, sur un papier très succinct, qui disait: «De la difficulté d'évoquer le féminisme lorsqu'on est un homme». Moi j'aime bien en fait ce site parce qu'il a des analyses très justes, ce gars, sur beaucoup de choses, hein. Mais bon là, on est confronté typiquement à un homme qui refuse de comprendre la question de ce qu'on appelle, les savoirs situés. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'un point de vue et il ne voit pas, il ne comprend pas, tout ce qu'implique, on va dire, certaines caractéristiques, qui lui sont propres, dans cette question. Et il y a plusieurs hommes, qui se sont collés pour essayer de lui expliquer. Lire tous ces commentaires, c'est vraiment très intéressant parce il y a pas une seule insulte. Donc déjà avoir ce niveau-là de qualité dans les commentaires sur un article comme ça, ça fait déjà plaisir, hein. Il y a que des personnes qui sont dans une réelle volonté, et ben, d'expliquer, hein, leur point de vue, sans s'insulter. Donc vraiment très, très belle, très belle page web, hein, vue de chez moi. Alors je vais commencer par citer les posts, les réponses, à l'auteur de l'article d'un certain Adrien Licari. «J'ai bien lu vos articles sur le véganisme avec lesquels je suis en accord, au passage, et même tous les autres. Je parlais ici plus précisément de la cause féministe, pour lequel je n'ai pas lu votre opinion sur le blog, mais j'admets que ma tournure de phrase n'était absolument pas claire. Je comprends bien votre point de vue, et il est tout à fait sensé, mais une fois de plus, je le trouve trop idéaliste pour avoir une influence concrète. Une amie m'avait présenté la situation ainsi, et c'est à peine caricatural. Tu ne parles pas, tu perds. Tu parles calmement, personne ne t'écoute parce que tu es une femme. Tu perds. Tu parles fort, on te catégorise hystérique et on ne t'écoute plus. Tu perds. En clair, même si je suis d'accord avec vous sur le fond dans la pratique, j'ai l'impression que l'acceptation ou non des remarques constructives par les militantes ne changera pas grand-chose à l'efficacité réelle du combat, seulement son efficacité théorique. Il a posté un autre post un peu plus tard, ce même monsieur. Sans être d'accord avec la tonalité de ce qu'écrit personne, il me semble qu'une partie rejoint ce que je disais plus haut. Non, interdire la parole aux hommes par principe n'aidera pas à atteindre une égalité des sexes. Je suis bien entendu d'accord avec vous sur ce point. Mais dans les faits, les femmes, elles, se taisent. Simplement parce que cela semble normal à tout le monde, y compris à elles. Pour atteindre l'égalité, l'idée que les hommes doivent apprendre à se taire, pour au final que chacun puisse parler à son tour, n'est pas si idiote. De là à l'imposer de façon brutale, enfin bref, cette idée sous-jacente de «les hommes devraient apprendre à se taire» est le cœur du problème. Mais elle ne veut pas dire «les hommes devraient se taire toujours, à jamais, et ne plus jamais l'ouvrir, sous prétexte qu'ils sont des hommes». Une fois de plus, il me semble tout à fait recevable de critiquer rationnellement certains aspects pratiques de la lutte féministe, et le fait d'être un homme ou une femme ne devrait rien à voir avec le pâté lorsqu'il s'agit de critiques rationnelles. Il n'y a donc aucune contre-indication à ce que vous preniez la parole sur le sujet. Les réactions épidermiques que l'on voit ci-dessus sont liées au fait que, d'une manière générale, les hommes parlent plus que les femmes et se taisent moins pour les écouter, ce qui pousse à vous mettre dans le même panier que ceux d'une manière générale. Nous sommes d'accord pour dire qu'une telle association montre peu de distance quant à votre propos, cependant il faut garder en tête que tout le monde ne pense pas exclusivement rationnellement, et comme vous le dites si bien, pas même vous, ni moi, au cas où quelqu'un aurait des doutes, quant à mes prétentions. Bref, à mon sens, vous ne faites pas quelque chose de nocif, bien au contraire, simplement. Même si cette difficulté d'évoquer le féminisme dont vous parlez est réelle et parfois irrationnelle, il n'est pas inintéressant de s'intéresser à la cause d'un tel braquage. Troisième citation d'un certain Sélignac. Alors, j'ai lu tous les commentaires, oui, et ce que j'en retire de votre côté, Assermendax, qui est l'auteur de l'article, c'est: vous dites par exemple que c'est le boulot des féministes de distinguer entre les hommes alliés et ceux qui ne le sont pas. C'est vrai, et vous savez quoi? C'est ce qu'elles font. Sauf que, un peu comme pour les pervers narcissiques ou les hommes qui violent les femmes, eh bien ce n'est pas marqué sur leur front.
d'autant qu'il y a les hommes faussement bienveillants et vraiment malveillants, et ceux qui sont de bonne foi, mais qui ont des réflexes sexistes intériorisés, sans compter ceux qui ont l'impression d'être très intelligents en disant des truismes, ceux qui préjugent de tout. Vous êtes féministe, alors vous êtes comme ci, comme ça, vous voulez nous castrer, nous prendre tout, vous allez trop loin. Ceux qui parlent sans cesse et pensent qu'on ne les laisse jamais parler. Il y a de quoi péter un câble au bout d'un moment, franchement. Vous dites qu'elles doivent faire de la pédagogie. C'est vrai. Et vous savez quoi? Elles le font aussi, en permanence. Plutôt que de lire des livres, allez voir les différents sites féministes qui existent. Vous verrez qu'elles répondent aux mecs de bonne volonté, à celui qui n'y connaît rien, à celui qui n'y connaît rien et est agressif, parfois même à des trolls masculinistes, parce que bon, je me dis qu'on sait jamais, parfois il y en a qui changent peut-être. Une militante m'a dit ça, véridique. Il faut une immense dose de patience, d'abnégation, de foi en l'humanité, etc. pour tout ça. Or, les femmes ne sont pas des saintes, pas des machines. Parfois, elles craquent, et c'est normal. Parfois, elles ont la mauvaise réaction, mettent un mec dans la mauvaise case. Parfois, elles arrêtent un peu de la pédagogie à tout bout de champ, parce que c'est usant, et qu'elles se disent que c'est utile de faire autre chose. Enfin, vous dites que le concept de mansplaining est problématique car potentiellement essentialisant. C'est vrai. Et vous savez quoi? Pas mal de féministes soulèvent le problème et en parlent, en plus de se prendre du sexisme systémique dans les dents, en permanence, évidemment. En vous lisant, j'ai un peu l'impression de lire quelqu'un de bonne volonté, de bonne foi, qui s'intéresse, mais qui semble découvrir et mettre sur le tapis des trucs qui sont déjà discutés et débattus depuis un moment et qui a du mal parfois à prendre la mesure de la force des mécanismes sociaux d'oppression et de discrimination qui empêchent les féministes de faire leur boulot militant, ou du moins le rend très complexe et éprouvant. Et vous n'êtes pas le seul, ça m'arrive aussi. Il y a aussi pas mal de féministes qui parlent du danger d'essentialiser les femmes en tant que victimes, et donc de leur enlever ainsi leur pouvoir d'agir. Et puis il y en a un troisième gars qui a pondu des posts qui a pris le pseudo de Comte Poulpitrou. Alors que a dit Comte Poulpitrou au rédacteur de l'article qui s'est défendu, débattu dans tous les sens, bien dans les commentaires. Alors, première réponse, intervention de Comte Poulpitrou. Je m'immisce dans la conversation, j'espère que cela ne vous dérange pas. Je suis un homme, je suis féministe, et il y a encore pas si longtemps, je me posais une question tout à fait similaire. La question similaire à celle de l'auteur. Quand j'ai décidé au départ de réellement militer pour cette cause que j'estime fondamentale dans notre société, d'ailleurs pour moi elle passe même au-dessus de la lutte des classes, j'ai vécu un chaud-froid en permanence. D'un côté, j'avais des féministes qui se disaient heureuses de voir un homme partager leur point de vue, et après d'autres, parfois les mêmes, qui me disaient clairement que mon opinion était de moindre valeur. Cela m'avait profondément perturbée, d'autant que je me voyais presque agressée, alors même que je partageais, en mon sens, l'entièreté de leurs revendications. Même si je ne peux éprouver un vécu similaire, j'estimais avoir assez d'empathie et de logique pour lutter à égal. Après de très longues discussions à ce sujet et de comparaisons avec d'autres luttes, racisées, homosexualisées, j'en suis venue à me dire que finalement, ces féministes avaient tout à fait raison. Je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre. On est obligé de dire cisgenre maintenant à cause du phénomène transgenre. Je précise cisgenre, ça veut dire qu'on n'est pas, on n'a pas transformé son sexe de naissance. Les livres, les films, le monde occidental m'a appris que j'avais une opinion et qu'elle était de grande valeur, souvent de valeur supérieure, et quand bien même j'ai toujours estimé qu'une femme, qu'un homosexuel, qu'une personne d'une autre ethnie a une capacité d'avoir une opinion tout à fait égale à la mienne, le monde continue à m'écouter, plus moi que eux. On peut se dire qu'on a de nombreuses barrières mentales pour éviter de sombrer dans ce patriarcat blanc banalisé. J'ai vécu avec ce fait. Mon opinion compte. Rationnellement, mon opinion compte, et quand j'essaye de faire fi du subjectif, autant que faire se peut, et naturellement mon opinion compte, en 35 ans d'existence, peu de choses sont venues me dire l'inverse. Quand j'ai milité, je voulais le faire d'égal alors que tout chez moi, mon vécu, ma situation, mes bénéfices de cet univers patriarcal démontrent l'inverse. En réalité, en affirmant mon combat d'un point de vue similaire, je fais fi des millénaires de patriarcat, estimant que le rationnel à lui seul permet d'égaliser les opinions. Pourtant, je ne subirai jamais de racisme. Je ne me ferai jamais harceler dans la rue. On ne me traitera jamais de sous-homme suceur de bite. Je n'aurai jamais une conscience forte de ces problèmes. Quand les féministes me rappellent que non, mon avis ne peut avoir la même portée,
Elle me rappelle que notre monde ne me fera jamais subir ce qu'elles subissent et que même si je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre, je dois aussi apprendre à me taire et à écouter. Écouter des choses qui vont me déplaire, comme le fait que malgré que j'en ai bavé dans la vie, j'ai été largement favorisée par cette naissance d'homme blanc cis. Écouter le fait que de ne pas vivre une situation m'empêchera de réellement la comprendre, l'empathie a ses limites, difficile de réfuter cela. On n'ira jamais dire à une fille violée qu'on comprend ce qu'elle ressent, soyons honnêtes. Écouter le fait que dans ce combat, je ne peux réellement aller en première ligne, juste être présent, soutenir, apprendre, agir quand il s'avère nécessaire, et laisser ensuite les personnes victimes prendre la parole. Je voudrais finir en faisant une analogie avec Touche pas à mon pote, le mouvement SOS Racisme des années 80. J'ai récemment regardé une vidéo d'Usul, ce mec me surprend chaque fois un peu plus, qui, en relatant les faits, m'a permis de comprendre que lorsque la masse normée s'accapare un combat anti-minorité, difficile de parler de minorité quand on évoque 50% de la population humaine, il finit par exclure ces mêmes minorités du combat pour qu'il n'y ait pas d'écho dissonant. Pour en revenir sur la question qui m'a poussée à répondre à ce commentaire, je me demande simplement si l'énergie des féministes est bien dépensée à se battre contre ceux qui partagent leur opinion. Je pense qu'au contraire, ce combat est de première importance. C'est la base même du mouvement sans lequel tout le reste pourrait s'effondrer. Accepter qu'un homme puisse laisser la parole à une femme. Bon, je risque de me contredire, ça ne m'a pas empêché d'adorer la vidéo de Vled sur le sexisme dans les jeux vidéo. Enfin, c'est pas tant une contradiction finalement. Je suis toujours heureux d'avoir un autre pote couillu rejoindre nos rangs féministes, même si je pense que son opinion ne sera pas de première importance dans cette lutte. Deuxième poste de contre Poulpitrou, parce qu'Assermandax s'est beaucoup défendu contre lui. Et ça, je crois que c'est son dernier poste. Donc il commence par citer Pardon, monsieur, je ne suis pas l'homme, et quiconque essentialise l'autre à ce point ne va pas faire beaucoup avancer la lutte contre les discriminations. Donc là, il répond à ça. Très bien, je vais reformuler ma phrase. Les personnes qui se trouvent à de hauts postes politiques, intellectuels, décisionnaires sont en écrasante majorité des hommes. Du coup, quand il est question d'avoir des débats de société, d'échanges rhétoriques, on a majoritairement des avis d'hommes, j'irais même jusqu'à préciser hommes blancs, cisgenres. Quand ces débats évoquent le déséquilibre culturel et évident entre hommes et femmes, nous avons, là encore, des avis majoritairement masculins. Confère la discussion sur l'avortement où les paroles de femmes sont minoritaires alors qu'elles sont biologiquement les premières concernées. Loin de moi l'idée de vouloir simplement généraliser, mais il ne faut pas chercher longtemps pour constater cet état de fait. Et je ne vous insulterai pas en prétendant vous apprendre quelque chose. Donc non, vous n'êtes pas les hommes, vous n'êtes pas la masse d'intellectuels cisgenres qui monopolisent la parole. Mais en tant qu'homme, vous serez une voix de plus dans ce chœur masculin, même en voix dissonante. Vous avez raison, dire qu'on entend que les hommes est une généralité. Et avec un peu de recherche, on peut découvrir un grand nombre de femmes qui parlent de féminisme et d'autres sujets de société. Mais cette exagération est un reflet pas si distordant de la réalité, ne pensez-vous pas? Ce qui est tragique, c'est que je me sens obligée de le préciser uniquement parce que vous ne cessez de m'affirmer avec votre arrogance à vous que vous êtes certain que ça ne pourrait pas être le cas. C'est à cette arrogance-là que je cherche à répondre, mais je ne sais pas si vous avez envie de le comprendre en fait. Donc ça, c'est une autre citation d'Assermandax, l'auteur, à laquelle il répond de la manière suivante. Au contraire, je comprends très bien, j'ai même partagé ce point de vue un long moment. Je m'exprime juste très mal et continue à vous généraliser. Je vais tenter une autre approche pour peut-être clarifier ma position. Il est tout à fait probable que vos propos ne soient pas liés à votre condition de mâle cisgenré. Il est tout à fait probable qu'au contraire, vos propos soient conditionnés par votre condition de mâle cisgenré. On pourrait estimer ces deux propos d'égale valeur, de même probabilité, et pourtant c'est là où j'essaye d'expliquer pourquoi le deuxième point est pour moi bien plus probable. En partant du principe que nous ayons un vécu plus ou moins similaire dans les grandes lignes, je sais que vous avez subi le même conditionnement culturel que moi. Vous avez probablement vu les mêmes films, lu les mêmes livres, regardé les mêmes dessins animés, subi les mêmes publicités.
Nous avons été biberonnés par ce même patriarcat où nous étions les héros de nos vies, nos paroles étaient les plus importantes et les femmes seraient nos récompenses. Même en constatant une très forte résistance à ce conditionnement, vous êtes résolument antisexiste et pro-égalitariste, il est parfois difficile de réaliser combien ces mêmes conditionnements furent vicieux et nous ont touchés plus que nous ne le pensions. Du coup, je pense plus probable que malgré vos positions, vous subissiez encore quelques restes de ce sexisme ordinaire. Ce n'est pas une attaque. Je me sais en avoir encore beaucoup et je dois souvent me reprendre. Je sais par exemple que j'ai parfois tendance à expliquer à la place d'une femme. Comme ça, spontanément, alors que bon, cette dernière était aussi qualifiée que moi. C'est difficile de m'en débarrasser, surtout que cela arrive bien plus rarement de le faire à la place d'un autre homme. On peut dire que je fais une projection, certes, et là je me base aussi sur un vécu commun issu de plusieurs conversations avec d'autres amis féministes masculins. Attention, je ne cherche pas à convaincre avec ce faux argument d'autorité, mon vécu n'est pas un argument en soi, juste à expliquer mon opinion. Je résume donc. Vous avez peut-être réussi à vous affranchir de tout conditionnement culturel, au point d'être certain que ce dernier n'influe pas votre propos, mais je trouve cela moins probable. Dire que la parole d'un blanc n'est pas la même que celle d'un noir, soit. Mais plus haut, vous dites que la parole d'un homme n'a pas la même valeur que celle d'une femme. Pourquoi dans ce cas-ci l'altérité impliquerait-elle nécessairement la hiérarchisation que vous n'évoquez pas pour les blancs, noirs ou jaunes? Oups, oublie de ma part, j'ajouterais valeur. Cette valeur pour moi est le vécu, que je trouve prépondérant dans ce genre de lutte. Peut-être que valeur n'est pas le bon mot. Force? Une opinion plus tangible? Je ne dirais pas plus vrai parce qu'un vécu n'est pas objectif, évidemment. Par contre, je garde une certaine hiérarchisation, oui. L'opinion d'une personne premièrement concernée est de première importance. Donc voilà, cher auditorat, chers auditeurs, chères auditrices, intéressez-vous à ce qui se dit, ce qui se pense, ce qui se réfléchit dans les milieux, certains milieux féministes militants. Euh, L'intersectionnalité est un outil très intéressant également, mais toujours pareil, hein, si on l'utilise eh bien, comme une idéologie, il devient contre-productif puisqu'il va en fait totalement diviser et laisser chaque individu dans sa petite équation personnelle intérieure. Toujours pareil, un outil est à utiliser avec du discernement. L'intersectionnalité est un très bel outil pour explorer soi-même le niveau de complexité de son propre vécu, des rapports d'oppression auxquels qu'on a dû gérer. Mais ensuite, il faut il faut passer à d'autres outils pour assembler le puzzle et se rendre compte que définitivement hein, tout tourne bien autour de cette problématique hein, qui existe toujours hein, entre les femmes et les hommes. Et que tant qu'il faudra que ce soit des hommes hein, qui portent la voix des femmes pour avec toute leur bonne volonté. Hein, tenter de faire évoluer les choses, hein, c'est qu'il y aura un problème. Hein. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans les TEDx Talk. Hein. Ce sont des hommes. Ben, pourquoi ben parce qu'ils profitent du fait qu'eux, ils sont entendus du premier coup. Donc tant que ce sera comme ça veut dire que on n'aura rien dépassé, quoi. On aura dépassé quelque chose quand une femme sera entendue et écoutée du premier coup. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.